Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes heureux d'être en vie ce matin. Nous remercions le Tout-Puissant et nous le prions de guider notre esprit, d'aiguiser notre bouche à vous servir un bon club de la presse. Lundi 20 avril 2020 avec à la technique Michel Kokou Victor Betobenga et Géraud Dakoucha. Autour de la table, des confrères et des invités, Ali Romorou Tchakala, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM. Avec votre journal paru aujourd'hui, nous allons trouver le temps quand même pour que vous nous parliez de 2 ou 3 articles. Didier Assagba de Togo Breaking News, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM. Vos dépêches qu'on peut lire à temps réel. Et comme nous savons le faire, nous assortissons notre plateau de personnes ressources pour nous donner d'autres éclairages. Aujourd'hui, nous sommes entourés de docteurs. Docteur Kwame Kokou, bonjour. Bonjour, Sas, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, vous présidez la commune 19... Oui, commune 19 de l'Université de Lomé. La commission adopte au riposte contre le Covid-19. Voilà, l'Université de Lomé qui part également en guerre contre ce virus. Nous allons en parler. Absolument. Et comme cette pandémie affecte notre mental, nous avons aujourd'hui 2 psychologues pour nous dire, pour nous aider à comprendre certaines situations et comment nous devons nous comporter également. Madame Ali Delpha, bonjour. Bonjour, Monsieur Sass. Bonjour aux auditeurs. Votre micro n'était pas bien ouvert. Oui, reprenez s'il vous plaît, madame. Bonjour, Monsieur Sass, et bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Eh bien, madame Ali Delpha, qui revient fraîchement de la France, vous avez soutenu votre doctorat en psychologie. Félicitations pour cela. Merci, Monsieur Sass, c'est gentil. Alors, avec vous, monsieur docteur Deboué Zinsou Selon, bonjour. Bonjour, Sass. Psychologue, clinicien, psychothérapeute, vous êtes en service au CHU Campus. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, le décor est planté. Et comme nous le faisons, nous démarrons le club de la presse par une pensée du jour. Aujourd'hui, c'est Henry Ward Beecher qui écrit « On ne peut avoir que 2 attitudes face à demain, ou la peur ou la foi. » Encore une fois, on ne peut avoir que 2 attitudes face à demain, ou la peur, ou la foi. Surtout que nous démarrons aujourd'hui une semaine qui nous conduit à la célébration du jubilé de diamant du Togo indépendant. Ce sera le dimanche 27 avril prochain. Une fête de l'indépendance qui se prépare et qui va se célébrer dans cette ambiance mortifère de la pandémie au Covid-19. Et pour ne rien arranger, la situation sociopolitique n'est pas des plus calmes. Avec le scrutin post-électoral, avec la période post-électorale du 22 février, qui n'a pas encore livré son dernier épisode. Surtout que M. Gabriel Mensang-Boyome Kodjo va devoir répondre à une 3e convocation demain mardi à la gendarmerie. Vous avez compris, voilà la trame de cette émission. Le coronavirus et également la situation sociopolitique que nous connaissons dans ce pays. Et nous allons partager en direct un vu et constaté tantôt. Mais Didier et Ali Romorou Tchakala, voulez-vous nous informer des derniers chiffres du jour ici au Togo sur la pandémie du coronavirus? Didier? Je n'ai pas vraiment consulté le chiffre ce matin, mais j'apprends qu'il y a un 6e décès, malheureusement. On en est à 84, je pense. Oui. Et plus de 52 ou 53 guéris. 52 guéris, selon mes dernières informations. Donc, je ne sais pas si le nombre de guéris a évolué, parce qu'il restait 27 cas actifs. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose. Est-il que la situation va de mieux en mieux dans le pays, malgré les décès qu'on a enregistrés? Merci. Les chiffres tels que je l'ai également consultés, les contaminations n'ont pas augmenté, c'est toujours 84, mais malheureusement, nous enregistrons un 6e décès et également un nouveau cas de guéri. Ça fait 84 contaminations,
6 décès, 53 guéris et je crois 26 cas actifs. 26 cas actifs. Voilà les chiffres de ce jour. Et Madame Ali Delfa, voilà, il y a quelques jours, nous avions vraiment une peur bleue au ventre, mais Dieu merci, les contaminations stagnent et les guérisons également augmentent. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Sass. C'est vraiment vérifié tout ce que vous dites. Et actuellement, la population est très heureuse de cette nouvelle, même s'il y a eu des décès. Et mes condoléances aux familles éplorées et les orphelins aussi qui sont là et tout le monde. Et aussi, ceux qui sont malades ont besoin aussi de soutien et tout. Donc, une pensée à leur endroit. Et tous ceux qui sont aussi au chevet de ces malades qui cherchent à leur offrir le meilleur de ce qu'ils ont appris de leur cursus scolaire et de leur formation médicale. Donc voilà un peu, monsieur. Vous me confiez tantôt dans le couloir que nous parlons beaucoup du personnel soignant, des forces de sécurité. Également, de temps en temps, nous avons nos intentions à l'endroit des familles qui ont perdu leurs parents. Mais vous m'avez confié qu'on ne pense pas beaucoup aux malades eux-mêmes qui sont sous traitement, aux personnes contacts qui pourraient être des cas suspects, voire même probables. C'est tout à fait, monsieur Sass. Parce que je remarque qu'il y a eu... Je n'accuse pas, je remarque, c'est une remarque, que beaucoup se fait autour de nous, qui sommes des professionnels, la population et tout. Mais il y a des gens qui sont laissés en marge. Par exemple, ceux qui sont au front. C'est-à-dire que ceux qui, d'abord, quand on les appelle, ils viennent chercher le malade et ils le transfèrent au service référent. Donc, toute cette chaîne-là a besoin d'un encouragement. Et aussi, ceux qui sont des personnes contacts, qui sont confinés, si on peut le dire, qui sont laissés à l'écart de leur famille et tout, mais pour une bonne cause, bien sûr. Mais aussi, la peur de savoir si on est positif ou pas. Donc, il y a tout ça. C'est pour envoyer un encouragement à tout ce monde-là. Je sais qu'ils ne sont pas oubliés. C'est juste que, de temps en temps, il faut un regard de ce côté. Et d'un autre côté, ceux qui sont en lutte, c'est en lutte. Ils sont en lutte avec la maladie parce qu'ils sont déjà atteints, ils sont hospitalisés, ils sont suivis. Même s'ils sont suivis, même s'il y a un traitement, un protocole qui est là, ils doivent apporter leur contribution. Et leur contribution, c'est tout le mécanisme de défense du corps humain qui est là. Et s'il n'y a pas un soutien qui est là pour booster tout ceci, le médecin peut apporter le meilleur de lui. Bon, il y aura toujours un trébuchement. Je ne veux pas parler du décès parce que le décès, il est trop dur à encaisser. Il y aura toujours un trébuchement. Et tantôt, avec les sensibilisations et tout qui sont passées, mes collègues l'ont bien souligné pour dire que quand le corps est affaibli, le système immunitaire aussi suit. Donc je pense que tous ceux qui sont hospitalisés, tous ceux que je viens de citer précédemment, ont besoin d'un encouragement pour aller de l'avant, pour se battre contre la maladie et aller mieux qu'avant, monsieur Sass. Nous allons veiller à ce que notre corps ne soit pas affaibli, que nous mangions bien, que nos aliments soient nos premiers médicaments pour renforcer notre immunité et également être fort, FORT, dans la tête pour ne pas céder à la peur panique parce qu'il y a des morts malheureusement, mais heureusement il y a aussi des guérisons un peu partout dans le monde, donc chez nous ici. Merci de le rappeler, mais Didier Assogba, madame a parlé du personnel hospitalier et la semaine dernière arrimé avec ce malheureux cas au CHU Sylvanus Olympio où 2 dames qui étaient malades, qui étaient sous traitement, ont été finalement, se sont révélées des cas positifs. Elles ont trouvé la mort malheureusement avant d'avoir atterri à Kégué, et ce qui a créé une sorte de branle-bas au CHU Sylvanus Olympio. Il y a cette interview du directeur Dr Adom Ekpao qui annonce une certaine des mesures pour protéger son personnel. Oui, en réalité, la situation qu'on traverse actuellement mérite qu'on soit beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus rigoureux au niveau de tous les centres de santé
du territoire. Enfin, je veux dire, que ce soit à Djakbanga, que ce soit quelque part à Timbou, il faut que tous les malades qui accèdent au centre de santé soient véritablement accueillis avec une certaine précaution pour ne pas avoir à vivre ce qu'on a connu au CHU Sylvanus Olympio. La situation, c'est vrai, le Togo n'a pas tous les moyens, mais il faut qu'on dote tous les centres de santé de minimum de moyens de protection et même pourquoi pas de tests pour voir ceux qui viennent, parce que généralement chez nous ici, toutes les maladies sont assimilées à la malaria, au palu. Et il y a quelques symptômes du coronavirus qui s'apparentent également à cette maladie-là, à la malaria, qui est commune chez nous ici. Et donc, des gens accèdent au centre de santé disant que j'ai le palu, mais peut-être derrière, ça peut être le coronavirus. Et si on laisse le personnel de santé sans protection et sans moyen de tester au préalable des gens qui accèdent à ces centres de santé-là, je pense que cette situation qu'on a connue au CHU Sylvanus Olympio va se multiplier sur toute l'étendue du territoire, mais c'est peut-être un cas d'école qu'on vient de vivre, et vu que le directeur a annoncé que des mesures vont être prises pour renforcer donc, la sécurité du personnel soignant, il faut que ces mesures-là se prennent un peu partout pour renforcer cette sécurité-là. Je salue le communiqué du gouvernement qui dit que tout le personnel de santé doit porter le masque. Oui, d'accord, le masque est obligatoire pour tous les personnels de santé et les agents assimilés, mais il faut que le matériel de protection globale soit accordé à toutes ces personnes-là, même si on ne sait pas, même si on n'a pas détecté un cas à Dapaon ou à Kara, il faut que tous les personnels de santé soient dotés de matériel de protection pour être au front. S'il n'y a pas de coronavirus, Dieu merci, mais s'il y en a, on saurait que les agents ont été protégés, parce que le risque, c'est qu'un agent contaminé puisse aller prendre soin d'autres malades et les contamine, et ça va se généraliser. Merci. Donc, le colonel médecin Adom qui annonce des mesures pour protection personnelle. Dans la foulée, le gouvernement a fait diffuser un communiqué hier dimanche pour annoncer que le port des bavettes est obligatoire dans tous les milieux personnels, dans tous les milieux hospitaliers, quel que soit le degré du travail qu'on effectue là-bas. Alors, docteur Deboué, oui. Vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute, vous travaillez au CHU Campus, mais vous vous sentez concerné par ce qui s'est passé la semaine dernière au CHU Sylvanus Olympio. Oui, tout à fait ça. Étant l'un des membres du personnel du corps de la santé, nous sommes interpellés, et c'est avec un peu de regret que au sein du personnel de la santé du CHU Sylvanus Olympio, ce problème-là est arrivé, et que on espère que parmi ce personnel-là qui sont en quarantaine, on ne puisse pas noter des cas positifs. Merci. Alors, Tchakala Alirou, par suite de ce malheureux accident, insouciance ou négligence, je ne sais pas trop, mais 42 personnes sont désormais en auto-isolement. Il y a des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des gens qui auraient dû être vraiment au travail, qui sont obligés de s'isoler, le temps qu'on espère que dans les 15 jours qui viendront, ils seront tous négatifs. Oui, vous savez, j'ai toujours eu ce franc-parler, c'est un scandale grandeur nature, ce qui s'est passé dans ce grand centre. On sait que la pandémie, c'est une réalité, c'est pas une affabulation de l'esprit. Et qu'on nous dise que c'est maintenant qu'il faut sortir un communiqué pour appeler tout le personnel de nos différents centres de santé à pouvoir se protéger en portant le masque, je dis que mais ça ne fait pas du tout sérieux. Ça choque les bonnes consciences. On ne peut pas, plusieurs semaines après le passage du président de la République pour mettre en place certaines dispositions, et qu'on nous dise que c'est en fin de semaine dernière qu'on puisse sortir un communiqué. Ça, c'est un manquement grave. Ailleurs, on ouvrirait une enquête même pour situer les responsabilités par rapport à cela. Mais bon, je crois que on a toujours dit que mieux vaut tard que jamais. Mais
franchement, c'est quelque chose que nous ne devons pas tolérer. Il ne faut pas applaudir que on remercie le gouvernement d'avoir sorti ce communiqué. Non, ce n'est pas possible. Parce que on sait que des cas liés au coronavirus peuvent atterrir dans n'importe quel centre. Et je peux penser que c'est un petit palu, ou bien je peux penser que c'est un autre mal, mais derrière ce mal que j'affiche peut se cacher le coronavirus et dire que les gens auront à me soigner, à me palper, à me donner les soins en ne se protégeant pas. Là, je crois que le pas de trop a été franchi, pas dans le bon sens. Mais vivement que on puisse prendre beaucoup plus soin de ces agents de santé. Ils sont là tout le temps, on salue le travail considérable qu'ils abattent, mais je crois qu'ils n'avaient même pas besoin même de se communiquer là avant eux-mêmes de se prendre en charge. Cela aurait dû se faire de soi-même. Automatiquement vu les dégâts que ce mal est en train d'engendrer dans le pays. La question est arrivée jusqu'au gouvernement qui a sorti ce communiqué. Le directeur du CHU Silence Olympio qui annonce des mesures de son côté. Alors, M. Deboué, avec l'espoir que les engagements des uns des autres sont tenus, il faut quand même motiver le personnel hospitalier à ne pas céder ni au découragement, encore moins à la peur, mais de s'armer de nouveau pour partir au front. Oui, tout à fait. C'est dans cet élan que, déjà dès le début de cette pandémie, Synfot a pris des dispositions en mettant en place une cellule d'écoute psychologique à distance, c'est-à-dire par téléphone, dont je fais partie l'un du personnel de la santé qui anime cette cellule, et que cette cellule est composée de psychiatres, de psychologues cliniciens et des masters en santé mentale qui animent cette plateforme. Il faut dire que dans cette approche-là de la pandémie Covid-19, dont a fait cas ma collègue, c'est-à-dire que la cible vers laquelle les actions de santé mentale doivent y aller, on peut distinguer la population d'ordre général, c'est-à-dire la population générale, au sein de laquelle on distingue également les familles endeuillées. Parce qu'il faut accompagner ces familles-là, ne pas les oublier dans le protocole de prise en charge de ce Covid-19. Et en plus de cela, on distingue les soignants d'une manière générale. Et parce que on n'est pas sans savoir, je ne sais pas si on va aller dans les détails, ceux qui sont au fond sont amenés à ne pas, pour préserver leur santé mentale, pour pouvoir bien faire le travail. Ils sont pas à l'abri de ce que nous appelons communément le burn-out, c'est-à-dire le syndrome d'épuisement lié à la situation même, que ce soit ceux qui sont au front ou les agents de la santé de façon générale. C'est pour ça, d'ailleurs, je crois, cette semaine, au niveau de la cellule d'écoute psychologique mise en place par le Synfot, on va commencer par assister le personnel qui est au fond au niveau de cette cellule. Toujours. Vous nous rappelez le numéro sur lequel on peut vous consulter le numéro de votre cellule d'écoute. Je crois qu'au cours de l'émission, Merci beaucoup. Eh bien, la riposte au virus, comme dirait notre ami Michel Tchadia, c'est un mouvement d'ensemble qui a besoin de la solidarité de tout le monde, l'État, mais également les individus, en passant par les institutions. C'est dans cet élan que l'Université de Lomé ne veut pas s'abonner aux absents. L'Université de Lomé qui a créé en son sein une commission regroupant des enseignants-chercheurs, commission que préside le professeur Kwame Kokou, que je salue encore une fois. Bonjour professeur. Bonjour Sas, bonjour chers auditeurs, auditrices. Eh bien, voulez-vous nous rappeler les attributions que vous, les enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé, vous êtes données dans cette riposte au virus? Bien, merci beaucoup Sas. Je voudrais d'abord saluer tout le monde autour de cette table. Vous avez tous constaté, comme moi aussi, la progression maîtrisée de cette maladie. C'est dû à l'engagement de tous les acteurs, en commençant par le gouvernement, qui a mis en place très tôt le comité national de crise qui gère cette maladie au niveau national. Mais comme tu viens de le dire, Sas, les universitaires ne sont pas restés en marge. Le monde scientifique, de façon générale, n'est pas resté en marge de cette lutte contre la pandémie.
Et je voudrais d'abord préciser que dès le début de cette pandémie au Togo, les premiers à être au front, c'est les médecins. Et pour la plupart, ils sont des universitaires. Donc l'université s'est engagée très tôt. Et je voudrais également dire que j'ai fait allusion tout à l'heure au comité national. Le comité national a en son sein beaucoup d'enseignants-chercheurs, beaucoup d'universitaires. Et troisièmement, c'est cette commission adopte de riposte contre le Covid-19 qui a été mise en place par les universitaires et qui est également un plan d'action pour lutter contre cette maladie. Alors tout à l'heure, si vous me donnez le temps en même temps, nous y sommes, je vais détailler un certain nombre de lignes d'action sur lesquelles nous sommes. Nous sommes au niveau de la prévention. Déjà. Bon, alors très tôt, il y avait eu manque de gel sur le marché et on est passé très rapidement à la spéculation. C'est devenu très cher. Donc les étudiants de l'université, et notamment de la faculté des sciences de santé, étaient montés au créneau et ont commencé par produire ce gel et fournir le gel à toutes les pharmacies de la place et à un certain nombre de nécessités de la place. Et ces solutions alcoolisées ont toutes les spécifications. Ah oui, certifiées en la matière. Sauf que le gel, il n'arrive plus à en produire parce que le Covid est passé par là. Le produit qui sert à faire épaissir le gel, on n'en trouve plus sur le marché national. Donc il faudrait qu'on aille au Ghana à côté. Mais les frontières sont fermées aujourd'hui, donc nous n'avons plus ce gel-là. Mais la solution qu'ils fabriquent... Est-ce que les solutions que fabriquent vos étudiants sous votre supervision, est-ce que ces solutions sont vraiment efficaces pour nous désinfecter? Ah oui, bien sûr. C'est des solutions qui sont efficaces et d'ailleurs qui sont conseillées, et je le disais tantôt, accréditées par les spécialistes de la place. C'est des solutions qui sont de très bonne qualité. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est de passer à l'échelle nationale. Et la maladie n'est pas à Lomé seulement. Le deuxième foyer aujourd'hui, c'est Sokoré. Et nous craignons que cette maladie, malgré la progression maîtrisée, puisse continuer son chemin vers la partie septentrionale du pays. Donc, l'idée aujourd'hui, avec cette solution hydroalcoolique qui est fabriquée, c'est de couvrir tout le territoire national, en fabriquer davantage. Je viens de recevoir les commandes. On envisage de fabriquer jusqu'à 500 000 litres pour couvrir tout le territoire national. Est-ce que vous avez bénéficié de subventions? Vous avez la tête, mais vous n'avez pas toujours l'argent. Est-ce qu'il y a de bonnes volontés qui vous aident à fabriquer ces solutions alcoolisées? Alors, il y a des gens qui sont annoncés pour nous aider. Et on est en discussion avec ces personnes-là. Ça vient de partout, ça vient des bailleurs de fonds, ça vient des associations de la place. Mais n'oubliez pas, l'université également a mis la main à la poche en mettant 40 millions sur la table. Donc nous fonctionnons pour le moment avec ces 40 millions en attendant les bonnes volontés qui puissent nous aider. Alors, ça, c'est les mesures de prévention. Les mesures de prévention également, c'est la fabrication des masques. Vous savez que le masque va rentrer dans nos mœurs. C'est des outils, c'est du matériel que nous allons utiliser quotidiennement. Et même l'après-pandémie, je crois que ça va rentrer dans les mœurs, exactement comme en Chine, où pour lutter contre la pollution, ils portent les masques tous les jours. Donc il va falloir qu'on en arrive là, puisque nous traversons aussi de temps en temps des périodes assez dures, au Togo, notamment les périodes d'harmattan, vous voyez la poussière, l'atmosphère chargée. Et donc, les étudiants, aujourd'hui, de la faculté des sciences de santé également, arrivent à fabriquer des masques de très bonne qualité, également certifiés par des spécialistes de la place au standard international. Donc, ces masques également sont fabriqués en grande quantité. Nous avons reçu des commandes énormes sur tout le territoire venant de partout. Donc, nos étudiants sont en train de fabriquer ces masques-là en ce moment. Merci. Alors, pour les masques, vous savez, il y a de bonnes volontés qui en fabriquent aussi des artisans. Oui. Il y a même notre ami Jerry Tama qui a transformé son siège en atelier de fabrication de masques. Alors, est-ce que, au-delà de ce que vous fabriquez en votre université, est-ce que vous vous approchez un peu de ce qui se fait dans les ateliers
pour nous assurer également sur justement, la qualité. quand je disais tout à l'heure que les étudiants fabriquent les masques, les étudiants sont des intellectuels qualifiés. Ce ne sont pas eux qui fabriquent, mais ils ont conçu le prototype. Et ce prototype, c'est exceptionnel. Nous avions essayé de comparer les masques fabriqués par nos étudiants à des masques que nous avons achetés sur le marché à 100 francs, 200, 300 francs. Ça n'a rien à voir. C'est loin de là. Les masques, il faut les tester. Il y a des particules qui ne doivent pas passer à travers. Et quand vous voyez nos étudiants tester les masques, même vous mettez de l'eau dans ces masques, ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Ça, c'est mais on respire quand même bien. Vous allez respirer très bien. Ce n'est pas allergique, contrairement à tout ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui. On attrape que n'importe quel tissu. Alors, ma question, est-ce que vous pouvez céder un peu votre brevet aux artisans pour que ce qu'ils fabriquent réponde vraiment à la norme? Bien sûr, puisque nous travaillons avec eux. Nous concevons les masques et les ouvriers, les couturiers de la place le font. Donc, ils connaissent bien le matériel que nous utilisons. Donc, céder le brevet, c'est en cours. C'est en cours. Les mêmes étudiants fabriquent également des combinaisons pour le personnel soignant. Et vous savez que ça a été un problème au début. On rentre en contact avec les malades sans être protégés. Là, aujourd'hui, les étudiants ont mis en place ces combinaisons, ce que nous appelons les sous-blouses, c'est ça? Oui, les sous-blouses qui fabriquent. Voilà, c'est ça. Et nous travaillons également avec des pôles technologiques de la place. L'université s'est engagée avec d'autres centres de recherche, s'est engagée même avec les thérapeutes, les praticiens de la médecine traditionnelle. Je reviendrai là-dessus, sur ce point. Et donc, nous travaillons avec un pôle technologique de la place qui a mis au point le premier respirateur du Togo. Donc, nous sommes en train de passer aujourd'hui à la fabrication de l'exemple qui vient du prototype qui a été mis en place. J'étais là, au front, j'ai vu ce que ces étudiants ont pu fabriquer. Ils fabriquent également des visières. Le personnel soignant aujourd'hui n'a pas forcément besoin de ces bavettes-là, mais d'une visière pour être en contact avec les malades. Donc ça également, c'est en cours de fabrication. Je peux également citer dans le cadre de la prévention toujours la sensibilisation. Nous n'en ferons pas assez. Je suis très content quand j'entends les gens dire que oui, la progression de la maladie est maîtrisée. C'est vrai. Mais je crois, je peux me tromper, mais à une résilience en zone tropicale, qui fait que la progression de la maladie est limitée par rapport à ce que nous avons connu en Occident. Si vous prenez cette maladie, le temps que c'était introduit en Italie, le nombre de morts que ça fait dans les jours à venir, je crois que nous ne suivons pas le même rythme. Et merci Dieu de nous donner cette résilience-là. Mais en même temps, il faudrait qu'on respecte les mesures barrières. Vous l'avez tellement dit dans vos radios. Il faut continuer de le faire. Mais le gouvernement l'a encore rappelé dans ce dernier communiqué. C'est ça. Mais il faut aller également vers les populations. Nous sommes dans la capitale. Il y a beaucoup qui n'écoutent pas la radio. Il faut aller vers ces gens-là. Donc nos étudiants sont engagés. Comme on est au confinement, il y en a qui sont dans les villages. Donc on est en contact avec eux pour relayer cette information. Il faut absolument... Je dis souvent, quand on ne sait pas courir, il faut savoir se cacher. Donc, allons plutôt vers la prévention et la sensibilisation. Nous le faisons à haute dose. Je voudrais dire un autre point, peut-être avant que vous ne me preniez la parole, sur toujours la partie prévention. J'interviens sur mes collègues psychologues. Je suis très content d'être ici avec eux. Je vais intervenir également là-dessus, ce que nous faisons au sein du comité. Alors, nous travaillons, je le disais tantôt, avec les praticiens de la médecine traditionnelle. Donc, il y a une liste d'aliments que nous mangeons tous les jours, qui est quasiment en circulation déjà. Nous avons conçu avec ces praticiens qu'est-ce qu'il faut manger en ces temps-ci pour augmenter l'immunité, pour augmenter le système immunitaire. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Donc vous avez des listes qui circulent, notamment, ce n'est pas des aliments cachés. Ce n'est pas des aliments aussi, quand on va commencer par les prélever, on va détruire, on va créer d'autres problèmes écologiques. Non, le citron, par exemple, Echo, Xylopia aethiopica, l'ananas, feuilles et fruits. Un certain nombre de listes qui est déjà en circulation en ce moment. L'ail, par exemple. L'oignon, aloma, par exemple. Ce sont des plantes qu'on peut récolter facilement.
Mais à contrario, des aliments que vous nous déconseillez. Des aliments qu'il faut déconseiller en ce moment pour ne pas affaiblir le système immunitaire. Non, pas. Moi, toujours quand je vais en parler, j'ai peur parce qu'il y a des gens qui vendent ces aliments aujourd'hui. Quand vous dites n'allez pas manger, bon, vous connaissez la psychose qu'il y a en ce moment. Les gens disent c'est fini, moi je ne vais plus acheter. Et ça va créer encore d'autres problèmes. Voilà. Mais on va le dire quand même, on ne dit pas de ne pas manger ces aliments, mais d'en consommer moins par rapport avant. Alors, l'arachide, par exemple, ce n'est pas le moment de se goinfrer en ce moment de trop d'arachide. Vous allez affaiblir votre système immunitaire. La noix de coco séchée, par exemple, ce n'est pas le moment d'en manger en quantité. Voilà un certain nombre de... Et vous oubliez la cigarette et les alcools. Voilà, la cigarette et les alcools. C'est pas bon. Par contre, le miel, c'est bon en ce moment-ci. Le miel, c'est bon en ce moment-ci. Donc, nous avons des dépliants qui vont sortir pour permettre à la population togolaise de distinguer aujourd'hui ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger. Ce qu'on ne doit pas manger, je ne dis pas de ne pas du tout en manger, mais diminuer la consommation de ces aliments. Merci beaucoup. Teddy Assoba, nous aimions souvent nous moquer un peu de nos chercheurs en disant que les chercheurs qui cherchent, on trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Voilà qu'il y a quelque chose de malheureux. Bon, le coronavirus fait sortir un peu nos chercheurs de leur isolement. Ils sont en train de nous montrer ce dont ils sont capables. Là, on va dire ouf, parce que non, parce qu'on on a besoin des apports des chercheurs, de nos chercheurs. Un pays qui forme tant de professeurs, de docteurs, mais qui s'en sert pas, ne peut pas avancer. Et donc aujourd'hui, Dieu merci, cette fois, ils répondent à l'appel et à cette nécessité-là de trouver quelque chose pour aider le pays à combattre rigoureusement cette maladie-là. Je dis félicitations à nos chercheurs et à leurs étudiants qui répondent véritablement à l'appel. Pour le coronavirus, aujourd'hui ils sont là. On aurait aimé les voir dans d'autres domaines et surtout sur d'autres sujets polémiques. Didier, on peut présager que avec le professeur Kokou, l'université va garder la cadence même après le coronavirus. Oui, évidemment, qu'il y ait des commissions comme celle que préside le professeur, qu'il y ait des commissions comme ça sur des cas d'espèces. Généralement, les solutions pour les nations, pour les pays viennent des recherches de l'université. Mais sur certaines situations, nos chercheurs plutôt viennent nous diviser ou plutôt semer de l'incompréhension entre les gens. Mais cette fois, sur le coronavirus, ils ont réussi. Bravo à eux. Ils sont en train de réussir. Bon, d'accord. Leurs solutions sont là. On va continuer à les utiliser. Mais nous souhaitons que cette dynamique reste et qu'on fasse des recherches vraiment indépendantes qui permettent au pays d'avancer et d'avancer encore. Merci. Oui, Alirou Mounou Tchakala. Oui, on dit souvent que le besoin crée l'organe. C'est vrai, il a fallu que ce virus-là, qui assujettit tout sur son passage, fasse son apparition avant qu'on ne sente les chercheurs, les universitaires togolais. Bon, à quelque chose de malheureux, je souhaiterais quand même qu'ils maintiennent cette cadence, mais au-delà de ce maudit virus, il y a des enjeux liés à d'autres secteurs. Et je voudrais quand même que ces chercheurs-là se manifestent là-bas. Dans ce sens, on a quand même les meilleurs instituts, on a quand même de grands chercheurs. Quand vous allez au-delà de nos frontières, et quand on dit que tel a fait ci, la référence c'est que il y a quand même une marque d'un chercheur togolais qui est greffé à ça. Mais je souhaiterais que, au-delà de tout ce qu'ils ont eu à faire par rapport à cette pandémie-là, on puisse les sentir dans d'autres domaines. C'est que le domaine du développement, ça ne va pas s'arrêter seulement à ce que nous sommes en train de constater. Il y a des défis au niveau de l'agriculture, il y a des défis au niveau d'autres secteurs qui vont consacrer notre développement. C'est là que nous les attendons. Merci. Professeur Kokou, je sais que c'est votre collègue, le colonel Djibril, qui préside la coordination nationale. Également, votre collègue Majesté Iouateba, qui est le chef de manœuvre au CHR Kégué. Est-ce que d'autres collègues travaillent un peu au laboratoire sur éventuellement un vaccin, voire un protocole qui puisse vraiment arriver à détruire
ce funeste virus? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les deux, Didier et Tchakala, pour la provocation. Et vous avez en face de vous le directeur national de la recherche. Et je peux vous raconter tout sur la recherche, mais ce n'est pas le cadre aujourd'hui. Et ne pensez pas que les chercheurs togolais ne sont pas brillants. Nous sommes très bons. Et nous faisons beaucoup de choses. Mais j'ai dit à la télévision togolaise vendredi dernier que cette pandémie a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est de nous mettre ensemble. Mettre ensemble les chercheurs, enseignants-chercheurs, les chercheurs, les praticiens hospitaliers et même les médecins, ceux qui font la médecine traditionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Chacun dans son coin, il fait le travail dans son coin. Mais là, on est ensemble. Et cette pandémie a fait quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est de mettre le gouvernement même et les chercheurs ensemble. Je disais tout à l'heure que dans le comité national, c'est rien que des chercheurs. C'est beaucoup de chercheurs là-dedans. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Plutôt que de se lancer les jeux pourris en disant oui, vous ne foutez rien. Là, il faut toujours qu'on s'asseye. En matière de recherche, il y a beaucoup de choses. Vous venez de citer le cas de l'agriculture. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui se fait dans le domaine agricole au Togo, à l'ITRA, en agronomie. Donc, bref, ça, je te lance le défi. Tu m'invites encore ici pour qu'on parle spécialement de la recherche. Que cette affaire de coronavirus, voilà. On parle de la recherche. Pour les débats traditionnels. Alors, donc, si, à part ces collègues qui sont au front dont vous parlez aujourd'hui, voilà deux collègues qui sont en face de vous ici, qui sont des psychologues. Le travail que ces gens-là font, c'est énorme. Énorme en ce sens qu'aujourd'hui, nous sommes tous malades. Ce n'est pas ceux qui sont couchés à l'hôpital seulement qui souffrent de coronavirus, mais c'est nous tous qui souffrons de coronavirus. La preuve, c'est que regardez comment nous sommes accoutrés, comment nous sommes protégés. Ça veut dire que nous avons quelque chose dans la tête qui tourne mal. Et eux, ils sont là pour nous appuyer. Elle a parlé tout à l'heure des médecins qui sont en contact avec les malades. Quand ils vont à la maison, ils sont regardés autrement. Ce n'est plus papa, maman qui est rentré pour travailler, mais c'est un malade potentiel qui est en face des enfants. Donc, tout le monde j'aime raconter moi-même. Oui. Après la radio, quand je rentre à la maison, mes filles me demandent d'aller me laver totalement avant de venir les toucher. Ça veut dire que nous sommes tous malades. Elle a parlé tout à l'heure des malades même qu'il faut assister. Et les familles des malades, donc les psychologues aussi à l'université de Lomé, travaillent beaucoup. Nous avons aujourd'hui l'État qui a pris des mesures sociales, des mesures économiques, des mesures juridiques. Le confinement, par exemple, nos vicies, c'est des dépenses énormes pour les ménages et pour le budget de l'État aussi. Il y a des collègues à l'université de Lomé qui travaillent, qui ont des rapports aujourd'hui que nous allons mettre à la disposition du comité national pour dispositions à prendre sur l'histoire des immigrants. Vous avez vu le mouvement que ça a créé au pays. Donc, non seulement ce que vous voyez quotidiennement au front travaille, mais c'est toute une équipe qui travaille. Nous avons des collègues mathématiciens qui ont simulé cette maladie pour nous dire à quel moment nous allons avoir le pic dans notre pays. Ça, c'est du travail à faire. Vous avez des géographes qui arrivent à cartographier la vulnérabilité du Togolais. Juste par une application téléphonique, quand vous téléchargez, vous répondez aux questions. Une fois que vous répondez aux questions, on peut vous situer là où vous êtes précisément. Et on sait si vous êtes malade ou si vous êtes... vous pouvez être atteint facilement par la maladie. Et là, ça nous permet... Merci professeur, de nous donner un avant-goût de vos recherches. Je viens à vous, madame Tchakala. Le professeur parlait tantôt de confinement. Dieu merci, le Togo n'est pas en confinement, mais d'autres pays le sont depuis des semaines. Et dans votre parution, Courrier de la République, vous produisez un article portant les histoires insolites du confinement. Oui, c'est toute une grande histoire. Nous avons essayé, au-delà du stress que le coronavirus crée, il y a un peu de mordant, un peu de piquant dans certaines histoires liées à ce confinement, où les gens sont devenus de très grands génies, où on improvise beaucoup de choses pour sortir de ce train-train habituel auquel le coronavirus nous soumet. Il y a des gens qui transforment leur salon en salle de spectacle et bon, avec la magie de
de l'électronique, les spectacles sont suivis par des millions. La dernière fois, on a suivi ce spectacle à Mondiovision avec Lady Gaga, avec les grandes sommités de la musique. Il y a des gens qui transforment leur petit jardin en terrain de foot, où ils font des gestes que d'autres personnes apprécient. Il y a d'autres aussi qui agrémentent sous une autre forme aussi ce confinement. Donc, il y a également dans des pays, il y a également des hommes qui transforment leurs épouses et leurs enfants en tambour. de violence conjugale dans les je crois que la violence aussi a pris un pic malheureusement. Et ceux-là qui ne sont pas habitués à vivre ensemble parce que papa doit aller au service, maman, maintenant que le confinement les oblige à rester, certaines humeurs apparaissent et on n'arrive pas à les canaliser dans le bon sens. Voilà, histoire insolite du confinement. En Afrique du Sud, il y a le taux d'alcoolisme grimpe dangereusement, même en Inde. Ces pays ont été obligés d'interdire la vente d'alcool. Même en France, dans une région, on a interdit la vente des alcools, sauf le vin et la bière, parce que les hommes comme professeur Kouakou mettent le confinement à profit pour se saouler et se déverser sur... Pourquoi moi? Parce que vous êtes un homme tout comme moi. Justement, Madame Ali Delpha, oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces histoires insolites de confinement, mais le débat, notamment, ces pics, les pics que les deux confrères Didier Aliro ont lancés dans les jardins des chercheurs. Oui, tout à fait. Et je remercie le professeur parce qu'il a souligné 2 points qui sont très importants. Moi, je voudrais rebondir surtout par rapport à ça, par rapport à tous ceux qui sont dans au front pour lutter, pour traiter les malades. Moi, j'ai été interpellée, c'est juste un exemple, j'ai été interpellée par des familles, parce qu'il y en a plusieurs, et plusieurs cas aussi, des cas différents. Le praticien, quand il arrive, sa femme ne l'accueille pas, ça c'est un. De 2, même les salutations, tout est à distance. Alors le monsieur, il ne comprend plus rien. Et justement, la dame aussi, parce que c'est la dame qui s'est plainte à moi, et il m'a dit que mon mari, le professeur l'a dit tantôt, je le regarde autrement. Quand il rentre, c'est comme s'il est parti transporter. C'est comme s'il est parti transporter le corona pour ramener à la maison. Pour la dame, c'est ce qu'elle m'a décrit. Que pour elle, quand elle voit son mari rentrer seulement là, son cœur commence à battre très fort. Et ça fait qu'il a peur même de son mari. Et cette peur-là est transmise aux enfants, systématiquement. Donc, non seulement le praticien, il doit aller au fond, il est obligé d'y aller parce qu'il doit aller traiter les malades. Mais quand il revient aussi, il n'est pas à l'aise. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu sincèrement souligner ce point-là. C'est très important. Parce que là, malheureusement, c'est aujourd'hui, on a eu un autre décès. Sinon, c'est encourageant. Donc, je pense qu'il faut encourager. Ça mérite qu'on les encourage leur famille et tout. Et pour une seconde histoire, c'est que l'autre, il y a eu des interactions entre des frères. L'autre dit à son frère, n'approche plus notre mère parce qu'elle est une personne à risque. La maman a le diabète, l'hypertension et tout, les troubles cardiovasculaires et tout. Donc, du coup, il lui dit, n'approche plus notre maman. Ça a été d'une telle violence que le petit frère... Pourquoi l'un des frères interdit au second? Il interdit justement parce que le frère, c'est un homme des médias et qu'il côtoie beaucoup de monde et tout. Donc, il lui a dit avec une telle violence que le petit frère n'a pas accepté. N'eût été l'intervention des voisins, il serait venu en main. Donc, c'est sincèrement pour interpeller tout le monde, toute la population, que nous sommes à cet état de choses et voir comment on peut ensemble riposter. Ça se fait, c'est pas que ça ne se fait pas, c'est pas que je suis en train de mettre en cause tout ce qui se fait et tout. Non, c'est louable, c'est félicitable, mais il faut encourager, il faut quelque chose derrière pour encourager. C'est pour ça que vous avez créé votre centre d'écoute, vous les psychologues. Zinsou, vous nous avez promis votre numéro sur lequel on peut vous consulter. Vous l'avez trouvé? Oui, ça, je l'ai trouvé. Quand vous voulez avoir accès à la cellule d'écoute psychologique mise en place par le SNEFOS, je précise, et que l'équipe, les gens qui animent cette cellule-là le font de façon bénévole. Alors, et donc, quand tu veux avoir accès à la ligne, il suffit d'appeler, soit vous utilisez un Togocell, vous appelez le 70 51 52 53,
ou soit vous utilisez un numéro MOVE, vous appelez le 99 99 87 78. Je répète, pour le Togocel, 70 51 52 53, pour le MOVE, le 99 99 87 78. Est-ce que nous, les journalistes également, si nous sommes un peu dépassés, là, on peut avoir recours à vos consultations? Ah oui, tout à fait. J'explique un tout petit peu. Au départ, dans le souci de préserver la santé mentale des agents de la santé, le Synfort a mis en place cette cellule. Mais il s'est avéré que la population aussi en demande, parce que dans la foulée, beaucoup d'initiatives à mettre en place. Et donc, on a élargi cette assistance-là à la population de façon générale. Et donc, pas plus tard que hier, dans le briefing de la cellule, on a scindé l'équipe en deux. Il y a une équipe maintenant qui va s'occuper uniquement que de nos collègues qui sont au front, c'est-à-dire nos collègues soignants qui sont au CHL Lomé Commune, où il va y avoir une assistance psychologique dans la semaine. Et on a déterminé le protocole de cette assistance. Maintenant, pour la population générale, il y a une autre équipe également qui s'occupe de la population générale, où on fait le suivi. Et si besoin y est, et que votre détresse psychologique devient handicapant, là, on tend vers des troubles psychiatriques, on va vous référer à l'hôpital. Non, je précise ça, si tu permets, que je voudrais humblement inviter la population à éviter de nous surcharger avec les difficultés liées à nos vicies. Les gens appellent le numéro du service d'écoute psychologique pour des questions de novicie. Il faut que, franchement, ils nous allègent la tâche en appelant le numéro indiqué pour cette assistance sociale. Merci. Alors, vos deux numéros, c'est 70 51 52 53 ou le 99 99 87 78. Et si on veut se faire accompagner psychologiquement, mentalement, dans cette ambiance-là de coronavirus, une auditrice d'Amadoudé qui a tellement peur qu'elle ne veut pas sortir de sa maison. Adoudé, vous pouvez peut-être rappeler l'un ou l'autre numéro et vous serez bien accompagné. Incessamment à midi, les auditeurs vont entrer en ligne pour s'adresser directement au professeur Kwame Kokou ou bien à nos deux psychologues, Dr Ali Delfa ou Degwe Zinsou Selam. Mais venons quand même un peu à ce que nous savons mieux faire. Le club de la presse n'est pas Didier Azoba. Oui, et là, la situation sociopolitique, demain mardi 21 avril, je crois c'est à 9h, Gabriel Mensang Kodjo devra répondre à une convocation de la gendarmerie sur ce qui circule sur les réseaux. C'est la troisième et ultime convocation que la gendarmerie a adressée au sieur Agboyome. Oui, c'est ce qu'on a tous lu sur la convocation qui a été envoyée à Agboyome Kodjo. On se rappelle que 2 autres convocations avaient déjà été envoyées et les avocats de M. Kodjo sont allés à cette convocation-là et ont expliqué aux responsables du SCRIC, dont le SCRIC c'est le service central de recherche et d'investigation criminelle donc de la gendarmerie, et au procureur de la République également, que M. Kodjo étant souffrant ne pouvait pas se présenter donc à l'invitation. Il semble qu'ils avaient même notifié un certificat médical et au SCRIC et au procureur de la République. Mais le vendredi dernier, une nouvelle convocation a été envoyée et il semble que la gendarmerie et le procureur veulent voir M. Agboyome physiquement se présenter à la convocation donc qui lui a été envoyée. Donc c'est le bras de fer. Est-ce qu'il ira, est-ce qu'il ira pas? Mais un de ses avocats a déjà dit ce matin que cette mention de convocation ultime qui a été mise sur la notice, la convocation de la gendarmerie était incompréhensible pour le fait que M. Kodjo n'avait jamais refusé de se présenter aux 2 premières convocations et que cette 3e convocation aurait été ultime si il n'avait pas réagi aux deux premières. Mais est-ce que
le procureur de la République et la gendarmerie sont dans cette même logique, je ne crois pas, parce que pour eux, je pense qu'eux, ils sont à l'ultime étape et ils veulent passer. Qu'est-ce qu'il pourra arriver demain si M. Kodjo n'y va pas physiquement, alors qu'il est déclaré malade par ses avocats et il semble qu'il y ait un certificat médical à l'appui? Est-ce qu'on va franchir le pic? Est-ce que la gendarmerie enverra des éléments aller casser la porte de M. Kodjo pour le soustraire? Donc, c'est ce que les Anglais disent wait and see. Juste rappeler que la semaine dernière, la dynamique Podjro qui porte Agboyome a rencontré la presse pour informer l'opinion que le sieur Agboyome venait d'assigner l'Assemblée nationale en justice pour lever de son immunité. Sujet intéressant s'il en est, qui vous procure également, qui vous également vous inspire, Tchakala. Vous consacrez 2 articles sur Agboyome. Le premier, vous écrivez, Courrier de la République qui écrit Agboyome, l'otage, et vous demandez qui peut payer la rançon de la libération. Alors, en quoi estimez-vous que M. Agboyome est l'otage? Et si oui, il est l'otage de qui? Oui, nous connaissons tous très bien Agboyome. C'est un homme d'État, un grand homme politique. Et il n'est pas à ses premiers essais dans l'arène politique. Mais depuis quelque temps, nous avons constaté que les choses ne semblent pas se dérouler comme on le souhaite par rapport à son envergure politique. Il y a des ratés. Et qu'est-ce qui peut justifier cela? Moi, je dirais que avant qu'il puisse être le candidat unique de la dynamique, il y a eu des tractations pour finalement être le résolu de celui-là qui a mené les investigations. Et il me semble, d'après tout ce que nous voyons, que Agboyome est l'otage malheureusement du prélat, qui le tient solidement par quelque part. Quel deal ils ont pu avoir pour qu'on en arrive là, parce que le prélat est tout le temps au devant de la scène. Est-ce que sans le prélat, la tournure actuelle des éléments, Agboyome n'aurait pas pu gérer ça suivant son intelligence habituelle? Donc c'est comme tu es mon poulain, j'ai fait de toi ce que je veux, et j'ai fait de toi maintenant le second homme en termes de suffrage obtenu, et que vous ferez ce que je voudrais. Donc, de ce fait, le prélat devient en quelque sorte trop envahissant pour celui-là qu'il a créé de toutes pièces. Donc Agboyome qui devient un peu l'otage de Monseigneur Podjro. Et un autre article, sévère marquage à la culotte, Monseigneur Philippe Podjro, l'encombrant allié. Vous estimez que par le fait que c'est Monseigneur Podjro qui a proposé Agboyome, qui l'a soutenu physiquement durant la campagne, Monseigneur Podjro qui a même déménagé chez Agboyome, alors il devient vraiment un allié quelque peu encombrant pour M. Agboyome. Oui, le marquage est tellement serré. Il a déménagé, il a quitté son centre pour se retrouver au domicile. Pas parce que il craint qu'on vienne enlever son nom, mais peut-être il y a d'autres idées qui pouvaient sous-tendre cela, parce que je t'ai créé les élections passées, on a vu un peu le score réalisé par Agboyome, mais aujourd'hui que tu as eu mon onction, tu ne feras pas ce que bon te semble, et que tout ce que tu auras à faire, j'aurai droit de regard là-dessus. Donc il a dû carrément déménager pour suivre son poulain de très près. Et de ce fait aussi, je crois que le prélat doit être très envahissant. Agboyome aussi, c'est comme il a cessé de réfléchir par sa propre tête, et que tout ce qu'il est appelé à faire viendrait du prélat. Donc ça va être tellement difficile. Est-ce que ce rythme infernal que le prélat lui impose, est-ce qu'il va pouvoir tenir pendant encore longtemps ce marquage? C'est des analyses que nous avions eu à faire, mais je crois que Agboyome est seul maître de son destin, même si quelqu'un a fait de lui ce qu'il est. Mais il y a un moment, il faut se dire que non, c'est moi d'abord, et que les décisions que j'aurai à prendre vont m'engager, et je vais l'assumer, et je vais les assumer. Merci. Est-ce que c'est Podjro qui tient Agboyome, qu'il manipule, ou bien plutôt est-ce que c'est Agboyome qui utilise Podjro à ses fins politiques? Le débat reste ouvert, mais l'autre débat également, Didier Assogba, c'est qu'il y a une guéguerre
qui s'exprime de plus en plus violemment entre la dynamique Podjoro et les autres partis politiques, avec en tête surtout l'ANC. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. La guéguerre et le, on va dire, le ton, le je t'aime moi non plus entre. Ce n'est pas forcément la dynamique Podjoro le problème. Mais je pense que le problème ici, c'est la personne d'Agbeome Kodjo qui dérange. C'est ce que je crois. On a déjà vu ce qu'on vit là, on l'a déjà vécu à l'époque du collectif Sauvons le Togo. On sait que dans le collectif Sauvons le Togo, il y avait deux personnalités d'envergure. Il y avait Jean-Pierre Fabre et il y avait Agbeome Kodjo. Et à l'issue des élections législatives de 2013, le collectif Sauvons le Togo s'est éclaté et on a vu un peu sur quel sujet cet éclatement est arrivé quand, au lieu de créer à l'Assemblée nationale un groupe parlementaire CST, des gens ont choisi de créer un groupe parlementaire ANC, c'est-à-dire de s'approprier des députés obtenus par le CST à l'issue des élections. Et on a vu toute la critique et tous les insultes que les deux camps s'étaient envoyés. Et donc, c'est un remake de ce qu'on a vécu déjà en 2013. C'est un remake entre le camp de l'ANC et le camp de Agbeome aujourd'hui. Surtout que l'ANC aujourd'hui a eu cette déculottée-là à l'issue de l'élection et que malheureusement ou heureusement, c'est Agbeome qui vient en deuxième position et l'ANC vient très 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 loin derrière. Et c'est pas facile à digérer. Ce n'est pas. On connaît l'ANC. L'ANC ne va pas digérer ça facilement. Et surtout que c'est Monseigneur Podjoro qui a aidé l'autre à battre l'ANC dans les urnes entre griffes aujourd'hui. L'ANC ne va pas pardonner ni à Podjoro ni à Agbeome. Et donc c'est pour ça qu'on voit même des personnalités de premier plan de l'ANC écrire sur les réseaux sociaux, les attaquer. Quoique on reproche à Monseigneur Podjoro d'avoir dit que les leaders de l'opposition ou certains leaders de l'opposition sont corrompus, ce n'est pas non plus Podjoro qui est le premier à le dire. Des gens, même des alliés, des opposants l'ont plusieurs fois dit, et ce n'est pas Podjoro non plus qui a sorti cette affaire de 30 millions et qui a fait exploser finalement à C14 les enveloppes de millions, de 500 millions par ici pour les élections de 2015. Il y a bien d'autres sujets sur lesquels les gens même accusent ouvertement les opposants. Et je pense que le vote exprimé dans les urnes le 22 février aujourd'hui, c'est à partir d'un certain nombre d'éléments. Podjoro dit juste ce qu'il dit, ce que tout le monde dit. On s'attaque à Podjoro, on s'attaque à Agbeome, mais je pense que c'est l'occasion arrivée à l'opposition dans son ensemble de réfléchir à la lutte. Si vous allez dans certains réseaux, les coups volent vraiment bas. Et c'est ce qui vous inspire, Tchakala, à un autre article. Opposition togolaise, vous écrivez n'y voir qu'un conglomérat de gros bébés qui ne s'assagissent jamais. Oui, ça a commencé depuis les années 90. Ce que nous sommes en train de voir se dérouler ne date pas d'hier. Il y a 30 ans en arrière de cela, nous vivons les mêmes scènes surréalistes pour des gens quand même qui pensent un jour conquérir le pouvoir. On ne conquiert pas le pouvoir dans cet état-là. Et ce qui est aussi drôle, c'est qu'au même moment où on appelle à une certaine union pour accompagner quelqu'un, ceux-là même qui appellent à ce qu'on vienne soutenir quelqu'un sont en train d'envoyer des flèches vraiment empoisonnées à ceux-là à qui on fait la cour de venir. On ne peut pas vouloir des choses et leur contraire en même temps. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Quand, dans un combat politique, je crois qu'à un moment donné, si vous sentez que la cible est ailleurs que dans vos rangs, ceux qui sont censés être vos partenaires, il ne faut pas les titiller. Il faut pas. C'est des humains, ils ont un cœur, ils ont leur susceptibilité. Mais quand vous les traitez de tous les noms d'oiseaux, quand vous leur dites qu'ils sont ci et ça, vous les diabolisez au même moment, vous leur dites que nous vous tendons la main, venez, on va parachever un combat. Mais ils ne sont pas des cons, ils ne vont pas arriver. Merci, donc je crois que il est 12 ce que nous vivons aujourd'hui, nous les avons vécu
plusieurs années en arrière. Merci. De gros bébés qui ne s'assagissent jamais, c'est ça le projet togolais, c'est que Courrier de la République le voit. Eh bien, demain, 21 avril, est-ce que Agbouyoumé va se déplacer lui-même à la gendarmerie ou bien est-ce qu'on sera obligé de venir le chercher? Ou est ainsi, comme disent les Anglais, et comme nous l'avons dit en introduction de cette émission, nous sommes dans la semaine qui nous conduit au 27 avril, dimanche prochain. Dans quelle ambiance nous allons célébrer cette fête? Nous avons déjà le coronavirus sur le dos et nous-mêmes, le sport favori, c'est de nous manger le nez. Voilà, chers amis auditeurs, le débat va être ouvert à vous bientôt. Nos deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. À votre disposition, les deux confrères Didier Assogba, le professeur Kwame Kokou, sur ce que l'université fait en matière de riposte au virus, et également les deux psychologues qui sont à nos côtés pour doper notre morale à combattre ce virus. Le débat soit pluriel, que vous puissiez adresser vos questions au professeur Kwame Kokou sur ce que l'université fait pour parer, pour arrêter ce virus. Également l'accompagnement psychologique et mental dont nous avons besoin avec nos deux invités, docteur Ali Delfa et docteur Deboué, et puis l'actualité sociopolitique avec Didier Assogba et Alirou Tchakala. Le premier auditeur, bonjour. Bonjour, Sassou. Oui, c'est monsieur Marcel. Marcel, ok, nous vous écoutons. Ok, merci pour l'émission. Je vous en prie. Je voulais aborder le sujet du président Agbouyoumé pour sa troisième convocation. Oui. Ce temps-là, normalement, le pouvoir doit penser à ce que on rééradique le coronavirus qui est au Togo. Au lieu de s'acharner contre M. Agbouyoumé, ils veulent amener un soulèvement au Togo sur le gouvernement. Si demain, ce gouvernement va au domicile, si M. Agbouyoumé ne se présente pas et qu'ils vont aller le chercher par force, je crois que nous, les Togolais, on ne sera pas d'accord. Qu'on prend notre président démocratiquement élu. Là, vous posez un autre problème, ça? Oui. C'est ce que eux-mêmes, le gouvernement aussi pose comme problème. C'est le gouvernement. N'allez pas chercher le problème où il n'y en a pas. Monsieur Agbouyoumé n'a rien à voir avec SRI. D'accord? Si un problème... Monsieur Agbouyoumé, ce n'est pas un individu comme toi et moi. Un peu de respect quand même. Je vous en prie. Juste dans le milieu du pouvoir, on dit que coronavirus, d'accord, mais la vie judiciaire doit également fonctionner. Mais laissons ça aux spécialistes du droit et de la politique. Notre travail, c'est de commenter ce que les uns et les autres font. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Lawson Emmanuel. Oui, nous vous écoutons. Et c'est concernant le coronavirus. Oui. Et professeur, s'il vous plaît, on parle des cas qui sont guéris. J'aimerais savoir, ceux qui sont guéris là, est-ce qu'ils vont regagner directement à la maison ou bien ils sont des porteurs qui peuvent contaminer les autres? Merci. Mais je pense que votre question interpelle plutôt nos deux psychologues. Docteur Ali Delfa et docteur Deboué. Ceux qui sont déclarés guéris par le gouvernement togolais et l'OMS, est-ce qu'ils peuvent rentrer calmement à la maison? Alors, quand on dit que la personne est déclarée guérie, ça veut dire qu'on a fait des tests et qui confirment réellement que la personne n'a plus la charge virale de Covid-19 dans son organisme. Eh bien, ces gens-là, ils rentrent chez eux. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire un travail psychologique chez la population et chez ce malade guéri-là, pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation. Et plus tard, parce que la stigmatisation marche de pair avec la discrimination. Pour que cette personne-là ne se sente pas discriminée quant à ce qui concerne les services. Vous avez tout dit, un travail psychologique à faire sur le guéri et son entourage. Docteur Ali Delfa. Pour rebondir sur ce que dit mon collègue, je pense que c'est très important. Là, vous m'excusez parce que je donne trop d'exemples. Je voudrais donner un exemple. Il vient de le dire. Il y a eu un malade guéri qui est rentré chez lui. On lui a interdit l'entrée de la maison.
Sa propre maison. Bon, ils étaient en location. Oui. Les autres colocataires lui ont dit, merde, vous ne rentrez pas ici. Je pense que c'est un problème très sérieux. Là, il a bien soulevé. Il faudrait, nous sommes là, il a bien dit, il y a des cellules d'écoute, il y a tout. Il faut, et le professeur aussi a bien souligné ça, que le Covid-19 nous a mis ensemble. Je pense que c'est très important. Alors, le colonel Djibril, s'il nous écoute, il doit renforcer sa coordination pour qu'il y ait un travail psychologique au sein de la coordination avant que les guéris rentrent à domicile. Professeur Kouakou? Ça, dans le comité national et dans la commission, il y a beaucoup de psychologues. Il y en a déjà. Donc, ce travail se fait déjà à la télévision et puis des articles qui sortent pour vraiment renforcer la psychologie. Merci beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui. Oui, c'est Sylvain. Sylvain. Oui, nous vous écoutons. Oui, moi aussi, je voudrais poser la même Nous vous écoutons mal. Allô? Oui. Je dis, je voudrais poser la même question au psychologue là. Bon, s'il a déjà posé la question, vous passez à la suivante, s'il vous plaît. Allô? Vous voulez poser la même question? Non, je ne veux pas poser la même question. Pour le psychologue, oui. Je voudrais lui demander si, à ce temps-ci, où il y a un programme Novici qui ne passe pas pour les autres, parce qu'il y a d'autres qui sont j'avoue que nous vous écoutons mal, mais les deux psychologues ont dit que les deux numéros qu'ils ont communiqués, c'est pour notre accompagnement mental et psychologique. Si on a un problème avec Novici, qu'on aille sur la plateforme Novici. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour l'ami en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, s'il vous plaît, vous avez Monsieur Isidore. Isidore. Oui. Ok, nous vous écoutons. J'aimerais parler à propos de Monsieur Agboime. Oui. Permettez-moi de vous féliciter pour le travail que vous faites déjà. Je vous en prie. Monsieur Agboime, aujourd'hui, il est en train de récolter peut-être les fruits de ce qu'il avait déjà planté. Parce que c'est celui qui a travaillé avec le pouvoir. Mais si aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à démontrer ou à présenter au peuple togolais, de quoi était-il capable quand il était aux affaires? On ne peut pas accepter qu'Agboime ne se présente pas aujourd'hui devant les forces de l'ordre qui le réclament. Il faut qu'il aille, qu'il ne se reproche de rien. Parce que si tous les Togolais se permettaient de faire ainsi, voilà que le Togo serait dans un désordre. Je ne suis pas dans l'élan du gouvernement. Je ne sais pas ce qu'on le reproche, mais Agboime devait se rendre là-bas pour quitter. Je crois que ce serait dans un pays de l'ordre. Voilà ce que je pense par rapport à M. Agboime. Merci de l'avoir dit. Au suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Biwalan Kodjo. Allez-y. J'aimerais dire aux gens quand ils interviennent, quand on dit que le président démocratiquement élu là, c'est où la démocratie? C'est quelqu'un qui se photoproclame qui est démocrate ou bien celui que la constitution, l'institution qui est chargée de faire les élections a élu. Le peuple a choisi quelqu'un. S'il a autre chose, il n'a qu'à présenter. Quand les gens parlent de démocratiquement élu, ça me fait mal. Il faut qu'on laisse ça. Merci beaucoup. Nous avons déjà mal avec le coronavirus, on ne va pas en ajouter un autre. L'auditeur suivant, bonjour. Alors, bonjour. Oui. Tout d'abord, j'aimerais demander au professeur... C'est monsieur? Oui, c'est Johannes. Johannes, oui. Au professeur d'université, leurs masques, est-ce que leurs masques sont déjà disponibles sur le marché? Et où est-ce qu'on peut s'en procurer? Ou bien c'est juste pour des gens des entreprises qui en commandent? Et deuxième point, concernant le cas du CHU Tokoin, c'est-à-dire que le directeur du CHU a aujourd'hui, c'est pas un communiqué nous disant que les choses vont être réglées, c'est pas un tel communiqué qui doit nous sortir, mais plutôt un communiqué qui nous dit que telle personne a été sanctionnée. Parce que je ne sais pas si vous avez retracé le fil des événements lorsque les deux dames se sont présentées au CHU. C'était un week-end et les... S'il vous plaît, Johannes, c'est pas l'endroit pour faire le film des événements. Vous avez posé la question, on va vous répondre. C'est pour poser une question, s'il vous plaît. Ok, posez la question. Je n'ai pas encore terminé. C'est-à-dire que celui qui était chargé de... L'ami Johannes, posez directement votre question, sinon nous vous coupons.
Pourquoi celui qui est responsable de ce manque des mesures n'a pas été sanctionné quand nous sommes plutôt un communiqué? Merci. Professeur Kokou, vos masques, ils sont déjà sur le marché? Rapidement, il y a un dépliant qui est sur les réseaux sociaux qui a mentionné les numéros. Je peux vous donner, si vous avez quelque chose pour écrire, vous avez 91 28 71 77. Vous avez 92 10 01 84. Non, pardon, 54. Vous avez 90 13 04 12. Voilà les 3 numéros que vous pouvez appeler et avoir les masques, avoir la solution hydroalcoolique rapidement. Merci. Alors, sur l'université Tchakala, ou bien Didier, l'ami Johannes dit que c'est bien quand le directeur du CHU prend les mesures pour protéger le personnel, mais il demande que les auteurs de cette négligence-là soient également connus et châtiés au besoin. Oh non, mais nous n'allons pas demander à ce que les responsabilités s'établissent comme ça et qu'on puisse exposer les gens, mais seulement c'est de prendre toutes les dispositions et de faire en sorte que de pareilles failles ne se répètent plus. Didier? Oui, naturellement, s'il y avait moyen pour lui de donner des matériels de protection à ses collègues et aussi de bien prendre soin ou de bien gérer l'admission de ces patients, je ne pense pas qu'on n'arriverait pas à la situation actuelle. Donc ce n'est pas simplement de dire qu'on sanctionne quelqu'un, mais la logique actuelle voudrait qu'on demande qu'on renforce le matériel de protection, d'équipement de nos hôpitaux pour que des situations pareilles n'arrivent plus. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Alors, bonjour. Oui. C'est Zoukeline. Pardon? Zoukeline, oui, nous vous écoutons. C'est tout simplement pour savoir quelque chose, si vous êtes à même de nous donner la réponse, auquel cas, je vous dis qu'on envoie cette question à M. Ekpaou, le colonel qui va s'en charger pour l'arrestation de M. Aboué. Parce que souvent on nous dit... Pardon, Aboué? Oui, c'est dans le cas Aboué. Oui. C'est-à-dire, souvent, quoi qu'on fasse dans ce pays, on nous dit souvent sur instruction personnelle du chef de l'État. Donc, quand on nous dit que c'est sur instruction personnelle du chef de l'État qu'on va véritablement que cela finisse. Là, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai lu, c'est sur requête du procureur de la République que la gendarmerie veut écouter M. Agboyome dans le cadre d'une enquête judiciaire. C'est ce que moi j'ai lu sur l'invitation ou la convocation. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en ligne. Allô? Nous vous écoutons, allez-y. Allô? Allô? Oui, donne allô à un autre. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Joseph. Joseph. Ouais. Ok, nous vous écoutons. Monsieur ça? Oui. Quand SRI a fermé derrière monsieur le premier ministre du Togo, vous ne voyez pas que c'est de l'harcèlement? Quand on parle aujourd'hui, on dit il y a coronavirus. Laissez le gars dit il est malade, non? Quand il est sorti de son lit d'hôpital, bien de lit de maladie, ben vous allez le convoquer, il va venir. Il n'y a pas fait de s'acharner chaque fois, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez volé l'élection, vous avez échoué. Donc allez prêter vos serments et tout bon. S'il vous plaît, nous sommes dans une émission. Parlons comme il se doit. Donc, je ne fais pas de bêtises. S'il vous plaît, l'ami. Nous avons fait les élections. Oui. Les instances de droit ont proclamé les résultats. Monsieur Agboyome dit que c'est lui qui a gagné, mais nous ne disons pas que quelqu'un a volé ou que l'autre n'a pas volé. Non, écoutez, je vais te dire quelque chose, monsieur Zalta. Vous avez une fois vu M. Aboudou Assouma avait appelé quelqu'un qui a gagné au Togo. S'il vous plaît, l'ami, vous n'êtes pas dans le droit, disons, dans la ligne de l'émission. Souffrez que nous passions à l'auditeur suivant. Bonjour, l'ami. Oui, bonjour le plateau. Oui. J'aimerais intervenir sur deux sujets. Allez-y. Le premier, j'ai oublié ceci. Le 27 avril, c'est lundi. Merci de m'avoir corrigé. Oui, sinon j'ai déjà fait un programme de week-end long. Merci beaucoup. Donc, 27 avril, c'est pas dimanche comme je l'avais annoncé, c'est lundi. D'accord. Maintenant, sur le sujet Agboyome, sans vous mentir, c'est un feuilleton qui a plusieurs épisodes. Donc, qu'on nous fasse économie ce moment, qu'on puisse nous concentrer valablement sur la pandémie coronavirus. Ça, je suis d'accord que tout le monde
tous les Togolais auraient cette envie-là de garder le feuilleton Agbeyome à part. Après la pandémie coronavirus, on peut revenir parce que le sujet Agbeyome a beaucoup d'épisodes et beaucoup d'équations à résoudre. Par exemple, l'équation Podro. Oui, ça, vous l'avez déjà dit. Deuxième sujet, oui, c'est sur le portefeuille consommation locale. Le ministère de l'économie que dirige M. Adédié s'il vous plaît, l'ami, restez dans les sujets que nous avons débattus aujourd'hui. Peut-être, s'il vous plaît, peut-être que le sujet va venir demain, mais restez sur ce que nous avons débattu aujourd'hui. Monsieur Sass, c'est pour la fabrication des masques dont je vais en parler. Ok, parlez directement de ça. Voilà. Si nous avons un ministère de la consommation locale et que à l'université on nous produit des masques locaux, ça voudra dire que la force de de ce ministère pour financer, pour que ici nous aurons à chaque citoyen 2 masques par jour, ça fait banalement 14 millions. Si un masque coûte 1 franc, on fait un chiffre de 14 millions pour l'université. Bon, pour l'essentiel, professeur, est-ce que, par ce que vous faites à l'université, est-ce que si les moyens vous étaient donnés, est-ce que l'université peut produire suffisamment de masques pour les Togolais? Nous avons la capacité. Je voudrais corriger une chose. L'université a proposé des prototypes qui sont très, très, très efficaces. Maintenant, la production, ce serait une unité de l'université qui va produire ces masques-là. Et on a la capacité de couvrir tout le territoire national. Et c'est pareil pour le gel. Donc, j'en avais parlé tout à l'heure. On peut couvrir tout le territoire. D'ailleurs, c'est notre objectif. Merci beaucoup. L'auditeur suivant. Allô, bonjour l'ami en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Magolo. Oui, allez-y rapidement. Vous savez, on dit que le mensonge se lève très tôt. Monsieur Magolo, nous vous écoutons mal. Je ne sais pas si vous êtes en mouvement. Je veux dire que il a dit habituellement que le mensonge se lève très tôt et que la vérité le rattrape tôt ou tard. Nous végétons toujours dans le mensonge et ça continue. Et je crois fermement, à moins qu'on me demande un jour, que c'est le mensonge de ce monde qui a amené cette maladie que nous appelons. Après, allez directement à votre objectif. Et ça veut dire que lorsque vous repoussez l'évidence, vous voulez arracher le micro à quelqu'un qui dit de laisser cette affaire d'Agbeyome et qui n'a rien à foutre avec ce qu'on lui demande. Qu'on a gagné démocratiquement et tout, ce que tout le monde sait. Et que vous persistez à nous faire rentrer ça dans nos méninges. Ça va continuer. S'il vous plaît, monsieur Magolo, respectez vous-même. Je suis dans mon travail de journaliste. Je donne l'information officielle que j'équilibre avec la sortie de M. Agbeyome. Ce n'est pas moi qui ai proclamé un résultat. Je fais référence au résultat des instances légales et j'annonce également que M. Agbeyome revendique la même victoire. Les deux savent où se retrouver pour régler le problème. Ce n'est pas à vous, M. Maglo, et à moi. Le dernier auditeur, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour, M. Sass. Oui. C'est M. Kokou. Oui, nous vous écoutons. Je salue les invités, tes confrères. Et M. Sass, je voudrais demander à nos chercheurs, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des informations qui nous informent que le monde entier aujourd'hui vit aux dépens de la Chine. Et certains disent que cette maladie dont nous suivons la pandémie, cette fois-ci, c'est une invention de la Chine, c'est une maladie créée par la Chine. Qu'est-ce que nos chercheurs peuvent nous dire en ce domaine-ci? Et au jour d'aujourd'hui, la recherche qu'ils font concernant cette maladie, qu'est-ce qu'ils ont trouvé concrètement pour la maladie? Merci l'ami Kokou. Professeur Kokou. Oui. Est-ce que vous avez réussi à trouver l'origine du Covid-19? D'abord, je voudrais préciser une chose. Ici, au Togo, nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour analyser ce virus, pour vous dire quelle est la nature du virus. Donc, je ne peux pas lui dire que, voilà, Covid-19, voilà les caractéristiques. On ne peut pas. Nous n'avons pas les moyens. Par contre, ce qu'il est en train de dire, je comprends. Il y a tout un débat aujourd'hui sur la nature du virus, c'est fabriqué ou ce n'est pas fabriqué. Je crois que moi, personnellement, je laisserai ce débat aux scientifiques spécialisés dans ce domaine-là.
Par contre, ce que nous faisons ici au Togo pour lutter contre la maladie, j'ai cité un certain nombre de choses. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui à l'université? Une équipe est en train de travailler, nous n'allons pas fabriquer un vaccin, mais trouver un phytomédicament ou des phytomédicaments à base de plantes de chez nous pour pouvoir vraiment contrer cette maladie. Et le travail est très bien avancé aujourd'hui, mais je ne voudrais pas dévancer cette équipe-là qui viendra certainement sur vos antennes ou à la télévision togolaise pour leur dire voilà ce que nous avons trouvé à l'issue de nos recherches. Sinon, le travail se fait normalement, même avec la contribution des praticiens de la médecine traditionnelle qui ont apporté des formulations. Et ces formulations, nous sommes en train de parler du corps humain. On ne peut pas prendre n'importe quoi et injecter dans le corps humain. On ne peut pas prendre n'importe quoi et donner à quelqu'un qui est malade de boire. Et donc, une analyse minutieuse est en cours pour regarder la toxicité, la composition pharmacologique de toutes ces plantes-là avant de passer aux essais cliniques. Et d'ailleurs, pour en arriver là, nous avons besoin de l'avis de la commission bioéthique qui doit dire voilà ce que vous voulez faire, ça suit les règles ou pas. Merci. Vous rappelez les pics de Didier Chakala. Passé le coronavirus, nous voudrons toujours continuer à sentir nos chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Absolument, j'avais déjà répondu à cette question. C'est peut-être la désinformation ou le manque de communication. Les chercheurs font un travail formidable au Togo et en Afrique de façon générale. Seulement, le problème, c'est que nous ne sommes pas proches de la communauté, nous ne sommes pas proches de la société pour que nos produits de recherche soient consommés localement. Nos produits de recherche se retrouvent souvent sous forme de papier, d'articles. Il faut une institution qui les transforme en produits utilisables sur le terrain. C'est ces problèmes-là que nous allons régler et c'est ce que le coronavirus nous révèle aujourd'hui. Que nous devons être plus proches des utilisateurs des résultats de la recherche. Merci. Autrement dit, jusqu'à aujourd'hui, vous étiez des tortues, vous dansiez beaucoup, mais dans votre coquille, maintenant vous allez nous faire voir vos efforts. si tu le dis sous cette forme-là. Merci beaucoup. Merci, j'aurai encore plaisir à vous retrouver dans ce studio. De toute façon, c'est avec plaisir que j'aimerais revenir ici pour qu'on parle de la recherche, pour vous montrer tout ce que les chercheurs togolais font en matière de recherche. Et ils trouvent. Ne dites pas qu'on ne trouve pas. Merci. Eh bien, docteur Ali Delpha, docteur Deboué, nous avons besoin d'être forts, F-O-R-T, dans notre tête, pour combattre le virus et fêter les 60 ans de notre indépendance. Madame Ali. Tout à fait, monsieur Sass. Pas être fort, mais être positif. C'est-à-dire que c'est important. Il faut... je voudrais donner un exemple, vous m'excusez pour les exemples. Et quand il y a un journaliste à la TVT qui dit « Gardez le sourire, quel que soit ce qui arrive ». C'est important, c'est bref, mais c'est très lourd. Donc je voudrais que le Togolais ose être lui-même et qu'il soit positif. Soyons positifs, bienveillants dans la tête, nous serons plus beaux et nous aurons la force pour résoudre nos problèmes, n'est-ce pas, monsieur Deboué? Ah oui, tout à fait. Dans cette approche-là, il y a un concept que nous utilisons beaucoup en santé mentale que nous appelons la résilience. Et donc, c'est cette capacité-là à s'adapter et à rebondir en période d'adversité. Et donc, à traverser une épreuve avec le plus d'adaptabilité possible. Et donc, en ce faisant, il faut qu'on soit moins négatif et espérer plutôt positif. Voilà. Quelle que soit la difficulté, on y arrivera. Quelqu'un a chanté Namoi Didi Kakajan Odona. C'est ça. Merci beaucoup. Et pour au cas où nous aurions besoin d'accompagnement mental ou psychologique, les deux numéros 70 51 52 53 ou le 99 99 87 78 pour nous faire accompagner. J'ajoute que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces numéros sont payants. Et donc, nous sollicitons les bonnes volontés pour aider Saint-Fort, que ce soit les autorités, parce que les démarches sont en cours, pour qu'on ait une ligne verte pour pouvoir bien accompagner la population et tous ceux qui auront eu recours à notre cellule de cours. Merci. Nous allons clore avec nos traditionnels cartons de début de semaine. Ali Romanou Tchakala. Non,
un carton vers à celui-là qui a pris la présidente du conseil d'administration de la BIDC. Je parlais du ministre de l'économie et des finances qui maintenant... Il n'a pas pris, il a été... Non, il a pris, ouais, c'est une présidence rotative. C'est une présidence tournante. C'est son tour qui est arrivé. Ouais. Ça veut dire que si c'était vous, Tchakala... C'est pas un hold-up. C'est pas un hold-up. Si c'était moi, ça... Moi, mais c'est lui qui hérite de ça maintenant. Le président en exercice il a pris KO. Il a pris KO, n'est-ce pas? Didier Assogba? Non, j'ai pas de carton, mais je vais saluer aussi cette présidence coup KO du Togo à la BIDC. Donc, espérons que nous allons faire du bon job pour que notre passage à la présidence de la BIDC soit une réussite. Merci. Si vous permettez, professeur Kokou, docteur Ali Delfa, docteur Deboué et chers confrères Didier Assogba et Aliou Tchakala, je vous prie de vous joindre à moi pour souhaiter un carton de courage à une dame. Aujourd'hui, elle célèbre aujourd'hui ses 60 ans de naissance. Mais elle a fait un AVC et se trouve au CHU Campus. Elle est en train de se battre pour vivre. Souhaitons-le ensemble ce carton, qu'elle vainque cette maladie-là et qu'elle vienne se joindre à nous. Merci pour vos énergies positives qui vont lui doper le moral. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Bonjour à mon ami Maglo et à tous les auditeurs qui sont entrés en ligne aujourd'hui.